Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ici Naetarion et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler donc mon top 10 des changements les plus importants de Donjons & Dragons 5e édition que l'on retrouve notamment dans One D&D, bien qu'ils reprennent en fait les mêmes règles fonctionnement de base et les mêmes fondements que la 5e édition. One D&D en fait promet d'inclure de grands changements et des refontes notables dans son panel de règles. J'ai pu un peu plus prendre le temps durant mes vacances évidemment sur l'analyse de ce qui nous a été proposé dans le matériel de playtest et j'ai noté vraiment 10 choses intéressantes que je vais vous présenter ici aujourd'hui, et en fin de vidéo je donnerai également mon avis tranché et extrêmement violent évidemment et brutal sur ce qui a été proposé jusqu'à maintenant à travers la conférence, le projet One D&D, etc., etc. Et je vous invite donc à rester jusqu'à la fin parce que c'est assez brut et il y a beaucoup de réflexions à avoir dans cette question-là. Et avant même de commencer cette vidéo, très important aussi, comme à chaque fois que je parle de ce genre de sujet, les commentaires deviennent toujours et rapidement incontrôlables. Donc pour éviter ceci et éviter cela, un rapide avertissement des choses que je vais dire dans cette vidéo sont la plupart mon opinion propre et j'aurai probablement tort. En fait, j'aurai probablement tort à propos de beaucoup de choses, comme dans beaucoup de mes vidéos où je me projette vers l'avenir comme ça. Je me projette, je ne suis qu'amour, je suis le projet d'avenir parce que tout simplement je suis humain. Et même si j'essaie de faire donc des choses et de récolter les informations les plus informées d'internet et du monde possible, personne ne peut avoir raison à 100%. Donc voilà, on va spéculer. Donc pour les inévitables conversations, débats, prises de bec, etc., ou même insultes gratuites à mon nom envers moi et mon travail qui se produisent dans les commentaires quotidiennement, eh bien je vous invite à être respectueux, respectueuses les unes des autres. Cherchez d'abord à comprendre s'il vous plaît l'autre partie si jamais vous avez quelque chose que vous n'aimez pas ou vous n'appréciez pas, puis expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Voilà un peu la base de la communication. C'est important pour moi de vous le rappeler dès le début. Alors, important à noter, le matériel One D&D que comprend du coup évidemment le matériel de playtest de jeux publiés pour la prochaine édition de Donjons & Dragons est conçu pour servir de mise à jour rétrocompatible à la 5e édition. Le jeu utilise le même squelette de règles de base, mais montre déjà des signes de grands changements mécaniques, ou en tout cas d'une certaine volonté que l'on peut sentir comme ça dans le document. Sur ce qui a été notamment fortement critiqué depuis 2014, qui a été réglé, arrangé, etc. au fil du temps. Il y a pas mal de choses qui étaient nécessaires, mine de rien. Jusqu'à présent, seules les races, les espèces, les backgrounds et certaines règles de base ont été publiées. Ne vous excitez pas trop, évidemment. Vous savez très bien qu'il s'agit que de brouillons en l'état, donc il n'y a rien de définitif, je précise bien, il n'y a rien de définitif, rassurez-vous, ne vous énervez pas, on en parle en fin de vidéo. Les classes, les ennemis, les aventures, l'écriture, les conseils, les bouquins, etc. sont encore à venir, donnant ici aux joueurs les bases de la création de personnages et surtout création d'aventures. Néanmoins, les règles du playtest présentent plusieurs différences essentielles par rapport à la 5e édition, dont certaines promettent le changement significatif du jeu. Je vous en fais un petit top 10, puisque mine de rien, ça s'est passé un peu inaperçu écrit en lui-même, mais bon, vous le savez, je travaille énormément et je recherche énormément d'informations vis-à-vis donc des narrative design, game designer, etc., etc. Les gens qui créent le jeu à venir pour essayer de comprendre un peu leur volonté derrière ces petites choses-là que, a priori, quand vous les lisez, vous ne les comprenez pas. Petit top 10 donc, tranquillou bilou, des choses intéressantes ou en tout cas à noter dans les changements autour de One D&D. Et nous allons commencer par le top 10, la 10e chose qui m'a sauté aux yeux, c'est tout simplement les scores de capacité qui sont désormais liés au background et non plus à l'espèce ou à la race de votre personnage. Les rôles de la race dans Donjons & Dragons a fait l'objet d'un examen approfondi au cours de l'évolution et de l'avancée de la 5e édition. Certains joueurs considéraient que certains de ces aspects, en particulier l'augmentation fixe des scores de capacité, sont liés à une vision démodée du jeu, de la mécanique et surtout de l'aspect justifié autour du lore, etc. Puisque voilà, tout le monde n'est pas né
de la même façon. Tous les orques ne sont pas pareils à la naissance, tous les hommes ne sont pas pareils à la naissance. Certains sont plus forts, moins forts, plus intelligents, moins intelligents, plus beaux, moins beaux, plus sûrs d'eux, etc., etc. Et du coup, donc, l'augmentation fixe de certains scores de capacité liés à la race va à l'encontre, en fait, de tout simplement la plupart des études biologiques. Donc, voilà, il y a un changement à faire énorme à ce niveau-là. Changement donc pour la conception du background et du coup de la race. Le chaudron de Tasha rend en fait les scores d'aptitude variables. C'est un gros changement qui est apparu après la sortie, en tout cas en 2014, de Donjons Dragons 5e édition. Mais One D&D change encore les choses pour aller dans ce sens. Désormais, l'augmentation des scores d'aptitude est liée au background. Cela augmente l'importance du background d'un personnage lors de sa création et surtout de son évolution et aide en fait à le rendre plus personnalisable pour les joueurs au fur et à mesure qu'il avance dans le temps. Maintenant, les attributs d'un personnage reflètent donc la façon dont il a passé son temps avant de devenir un aventurier, les races guidant uniquement l'apparence globale et donnant plusieurs capacités supplémentaires et positives. Quand je dis positives, c'est-à-dire que ce ne sont pas des désavantages, ce sont principalement des avantages, mais ne donnent plus de limites en fait statistiques pures qui rendent tout simplement, pour ceux qui se souviennent, tous les orques idiots ou tous les tieflins font peur, tu vois. Voilà, ça c'est donc mon top 10. Maintenant, on va passer du top 9. Les habilités, les maîtrises, les compétences, etc. ne sont plus facultatifs. Les habilités sont l'un des moyens les plus utiles de personnaliser le personnage dans la 5e édition. C'est un peu absurde ce que je viens de dire, mais ils sont freinés par leur statut strictement optionnel car ils sont apparus en fait après le lancement de DD5, après le cœur même des règles, après le départ donc de la 5e édition. En gros, par défaut, les habilités ne font pas partie du jeu. C'est un ajout, c'est une règle supplémentaire que l'on peut mettre et enlever. Et en tant que tel, ils ont reçu donc moins d'attention dans les mises à jour puisque considérés comme secondaires et ont été généralement même considérés comme très 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 sauvagement déséquilibrés avec le temps. Dans One D&D, en fait, les habilités sont devenues un élément clé et central d'un personnage dans sa construction et dans son évolution et sont inclus tout au long de son développement. Chaque personnage commence avec une habilité dans le cadre donc de son background et les humains obtiennent donc 2 habilités à la place d'une pour montrer un peu leur polyvalence, etc. C'est un peu la justification derrière. De plus, les règles font référence à des habilités de plus haut niveau conçues pour les éléments ultérieurs et à plus long terme du jeu. Donc il y a vraiment un concept où vous avez beaucoup de choses au début, mais vous allez également les voir progresser et augmenter avec le temps. En tant que tel, la personnalisation et la façon de retirer une grosse partie des limites à l'évolution de votre personnage semble être une priorité beaucoup plus élevée dans One D&D qu'elle ne l'a été dans la 5e édition. Top 8, l'inspiration est devenue donc plus régulière et beaucoup plus fréquente. Énormément de concepts et de conceptions et de discussions derrière ce changement-là. Dans Donjons Dragons 5e édition, en fait, l'inspiration, le fait d'obtenir un avantage, un avantage sur n'importe quel lancer dé, l'inspiration évidemment, pas l'inspiration bardique, mais l'inspiration classique que tout le monde peut avoir, c'est une ressource qui est distribuée par le ou l'AMJ pour récompenser un bon roleplay, une bonne idée, etc., etc. C'est une règle en fait qui a été ajoutée, qui en fait voulait tout simplement féliciter ceux qui essayaient de faire des choses à table. C'était une façon de leur dire je valorise ce genre de choses-là. Elle peut être utilisée à tout moment pour donner en fait un avantage à un personnage sur un test de capacité, un jet de sauvegarde, un jet d'attaque, etc., etc. Cependant, comme seul le ou la MJ peut l'accorder, de nombreux groupes et de nombreuses joueuses oublient l'inspiration dans leurs ressources utilisables et donc frustration énorme car la mécanique ne provient pas du personnage, c'est quelque chose que on reçoit, qui n'est pas créé, donc ça ne vient pas de notre tête, c'est quelque chose qui doit s'ajouter à ce que nous avons déjà dans notre tête et qui souvent est donc mis dans une zone secondaire de notre mémoire. One D&D met l'accent sur l'inspiration en lui donnant plus de règles et en l'attribuant comme faisant partie du jeu automatiquement lorsque certaines choses arrivent. Par exemple, lancer un 20 naturel sur n'importe quel test de dés à 20 faces est devenu donc le principal moyen pour les joueurs et les joueuses de l'acquérir automatiquement, ce qui la rend beaucoup plus fréquente et donc automatique dans votre conception du jeu. Donc dorénavant, quand vous ferez un 20 naturel, vous avez également
vous avez également du coup une inspiration qui s'ajoute à votre personnage. Et le truc, c'est que le fait de laisser les MJ en fait l'attribuer et l'accorder au personnage à la fin de chaque repos long également garantit en fait que les joueurs utiliseront plus facilement, plus régulièrement et auront un rappel d'utiliser l'inspiration plus souvent, car ce sera tout simplement une ressource automatique. Top 7 du coup des choses à savoir. Les demi-elfes et les demi-orques ne sont plus des races à part entière. Le concept de demi ou de classe hybride disparaît. Les demi-elfes et demi-orques sont les seules et exclusives espèces hybrides emblématiques dans Donjons & Dragons, mais elles n'ont pas été sans controverse et à juste titre. L'écriture a été faite sur des bases assez anciennes et foireuses la plupart du temps, que vous l'acceptiez ou non, c'est comme ça. Il y a un changement à faire majeur là-dessus et ils ont l'air de vouloir le faire. En plus de l'étrangeté en fait de n'inclure que des classes hybrides pour deux espèces, les orques et les elfes, beaucoup sont également mal à l'aise, beaucoup de gens, beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes sont mal à l'aise avec l'histoire autour de ces classes-là, de ces races-là, de ces espèces. Notamment avec l'histoire des demi-orques qui ont subi de graves agressions sexuelles comme hypothèse par défaut de leur origine, puisque oui, mais les orques sont violents, agressifs, et du coup c'est dans leur nature. On va un peu changer ça. C'est pourquoi One D&D a retiré en fait les deux espèces du jeu en tant que race à part entière. Au lieu de cela, par exemple, nous avons des elfes et nous avons l'orque qui semble être une nouvelle race de base, permettant notamment plusieurs capacités et reprenant plusieurs capacités du demi-orc. Ce qui veut dire également une réécriture autour du lore qui était ouvertement demandée depuis des années par beaucoup de gens, en tout cas tous ceux qui répondent au questionnaire. Et ce qui est intéressant également donc, dans cette dynamique-là, c'est que le jeu inclut, en tout cas dans One D&D, c'est ce qui semble être proposé, des conseils pour faire un personnage hybride de deux espèces différentes, mais pas uniquement orc, elfe avec des humains ou des humaines, mais également, pourquoi pas un demi-nain, un demi-gnome, un demi-elfelin, un demi-troll, un demi-firbolg, ou un mélange entre tel ou tel truc. Je sais qu'il y a plusieurs suppléments qui avaient été proposés là-dessus, mais voilà. On voudrait un peu plus diversifier l'hybridation et la possibilité d'avoir des choses différentes, des espèces un peu plus customisables que vraiment les grands canons hommes, elfes, etc., etc. Et laisser du coup adapter en fonction de votre univers ce qui vous convient ou ne vous convient pas. Et maintenant, on va parler donc le top 6. Dans le top 6, qu'est-ce que j'ai? L'introduction de nouvelles listes de sorts et notamment, je l'espère, un changement du système de magie. L'un des grands changements les plus ambigus de One D&D est l'introduction de listes de sorts regroupées selon la source du pouvoir du sort en question. Nous avons donc arcane, divin et primal, donc primal, primordial, je sais pas trop comment ça va être traduit en français. Le jeu en fait mentionne que les classes utiliseront donc ces trois listes-là, mettant en avant donc les clercs, les paladins comme utilisant la liste divine, les rangers et les druides comme utilisant la liste primordiale, et les magiciens, les occultistes, les bardes, les sorciers et les artificiers comme utilisant la liste arcane. Cependant, comme aucune classe n'est incluse à l'heure actuelle dans le playtest, dans le matériel de test actuel, il est difficile de savoir quel sera l'impact en fait de ces listes concrètement. Il leur manque plusieurs éléments de base, comme par exemple l'Eldritch Blast qui n'est pas inclus pour les occultistes. La liste des arcanes ne contient pas de sort de soin. Est-ce qu'il y a un changement majeur à avoir là-dedans? Je pense qu'on est vraiment sur un brouillon de brouillon et qu'il y a encore pas mal de choses à faire derrière eux. Les joueurs donc les joueurs et les joueuses sont curieux et curieuses de voir comment ces listes de sorts fonctionnent et personnellement moi aussi, parce que la magie dans Donjons & Dragons est centrale, certes, mais bon sens s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle est compliquée, s'il vous plaît. Wizard of the Coast, si vous regardez cette vidéo, on sait jamais que vous regardez quand même mon travail, qui valorise le vôtre par ailleurs. Allégez, simplifiez votre système de magie, ne serait-ce que en simplifiant les concepts et les codes que les gens et que vous essayez d'attirer, notamment donc les joueurs, les nouveaux joueurs, etc., comprennent. Arrêtez de parler d'emplacement de sorts, de niveau de magie, etc., parce que c'est un truc très américain. Parlez plutôt peut-être en point de magie, point de mana, niveau de puissance, enfin je sais pas, mais changez votre système de magie, utilisez peut-être de meilleurs mots, d'autres mots qui va parler en fait aux gens ayant une base commune. Si vous parlez de mana, si vous parlez de magie ou de niveau, il faut que cela puisse parler à un maximum de gens et notamment beaucoup les plus jeunes générations qui ont grandi avec les jeux vidéo, etc. etc. La mana, c'est un concept que beaucoup de gens comprennent et savent que c'est lié à une énergie magique que vous pouvez utiliser.
s'il vous plaît, réfléchissez vraiment sur le concept. La magie, c'est un gros point faible, je vais dire un gros point noir, on va dire ça comme ça, dans Donjon Dragon, alors que c'est super important, c'est super agréable. Voilà, moi ça fait partie de mon top 6. Et donc, parlons maintenant de top 5, donc la 5e chose dans mon ordre d'importance. Les aptitudes raciales liées notamment aux espèces semblent être beaucoup moins passives. Et ça, c'est très intéressant. Les races donnent de nombreuses capacités dans la 5e édition, mais plusieurs d'entre elles sont tout simplement des effets passifs, comme la capacité d'un nain à ignorer les pénalités liées à la classe d'armure lorsque la force est trop faible, ou un demi-orc qui inflige des dégâts supplémentaires sur un coup critique. Tout ça, ce sont des capacités passives. Vous les subissez. Lorsque vous subissez, vous avez quelque chose. Vous ne décidez pas d'activer ça, donc il faut vous en rappeler. Et donc si vous n'utilisez pas cette capacité-là au bout de 2 séances de jeu, cette capacité est probablement oubliée de votre cerveau. Du coup, rappel par rappel, etc. Des capacités en fait de ce type existent toujours dans 1D&D bien évidemment, mais il semble y avoir un changement global de conception mettant l'accent sur des capacités actives que vous décidez d'activer, des panic buttons, des red buttons, etc. Donc en gros, au lieu d'avoir si tu prends des dégâts, tu infliges des dégâts, en fait ce sont des choses que tu dois activer et non plus subir automatiquement. Davantage donc d'espèces ont reçu des capacités que les joueurs décident activement donc d'utiliser. Je ne vous fais pas la liste ici, j'aurai pas le temps. Il s'agit notamment donc... allez, on va en parler de quelques-uns, notamment les humains qui obtiennent l'inspiration lorsqu'ils font un long repos, je vous en parlais un peu plus tôt, ainsi que leur choix donc d'habilité et tout. Les nains ont des avantages, plusieurs espèces mettent l'accent sur le lancement de sorts beaucoup plus naturellement, donc par exemple les tieflins et les elfes. Voilà, les changements sont donc beaucoup plus actifs et impactants dans le jeu, demandant donc vous d'activer les choses plutôt que de vous rappeler qu'elles existent quand vous les subissez. Et ça, il y a beaucoup d'éléments, je dirais qu'à peu près 40% des capacités, voire plus, qui sont oubliés par les joueurs ou les joueuses. Et ça, c'est très bien de changer un peu cette conception-là, de ne plus être subissant, mais être actif là-dedans. Et ça, c'est très cool. Mon top 4, du coup, là, ma 4e chose intéressante que je trouvais donc dans ce playtest, c'est une refonte des règles autour de l'empoignade, le fait d'attraper quelqu'un. L'empoignade est une partie en fait inhabituelle du combat dans Donjon Dragon 5e édition, reposant en fait sur des tests de capacité lorsque vous attrapez quelqu'un plutôt que sur des jets d'attaque. Mais 1D&D en fait change la façon dont cette fameuse empoignade, ce grappinage, ce grappin, je ne sais pas comment le traduire en français, et bien comment ça fonctionne. Au lieu d'utiliser en fait les tests d'aptitude liés à l'athlétisme pour grappiner ou bousculer quelqu'un, ceux-ci deviennent tout simplement des options alternatives supplémentaires que le personnage joueur peut utiliser, choisir lorsqu'il réussit notamment une frappe à main nue et donc fait partie de ses actions lorsqu'il fait une frappe à main nue. Pour réussir donc son empoignade ou sa bousculade, il suffit de battre la classe d'armure à main nue de la créature, peu importe sa force, et de plus le personnage ne peut plus briser l'empoignade de manière active. Mais ils peuvent tout simplement effectuer un jet de sauvegarde à la fin du tour. Ça change énormément cette dynamique de l'empoignade et le rend déjà beaucoup plus puissant sur certains aspects et moins sur d'autres. Mais moi je sais qu'il y a pas mal de gens qui auront beaucoup plus tendance à vouloir contrôler les personnages pour éviter de devoir uniquement les buter plutôt que de devoir faire des jets de compétences et d'athlétisme en opposé non-stop tout le temps. C'est pas mal, je trouve que cette règle avait vraiment besoin d'être allégée, plus facilement liée à quelque chose que vous faites, c'est-à-dire lorsque vous avez un combat à main nue, genre dans une bagarre de taverne et tout, si vous voulez contrôler quelqu'un plutôt que juste lui mettre des poings dans la gueule, eh bien vous pouvez le faire et j'espère que ce sera allégé cette règle-là. Top 3. Plusieurs caractéristiques, plusieurs aptitudes, habilités ont été introduites et ou retravaillées en profondeur dans le cadre en fait de l'accent mis par 1D&D sur les exploits, les habilités, etc. Certaines nouvelles et certains nouveaux trucs ont été introduits dedans et plusieurs habilités du manuel du joueur ont été notamment retravaillées. Il y a eu plusieurs présentations là-dessus. Bien que seule une petite sélection soit disponible dans le playtest, car il s'agit d'un playtest fait pour tester, voilà, parfait, vous suivez. Par exemple, le feat, l'habilité de crafter rend en fait un personnage plus rapide en artisanat, donc valoriser l'artisanat, valoriser un peu les choses, on va dire un peu moins combat, etc. du jeu.
Et il lui donne donc la maîtrise de plusieurs outils et lui offre une réduction sur tous les objets non magiques dans les magasins car il est capable de les réparer, etc., etc., et de connaître leur valeur. De plus, par exemple, vous avez des changements comme sur le feat, l'habilité alerte qui fournit une augmentation un peu plus modeste sur l'initiative, mais qui permet donc de l'échanger avec quelqu'un d'autre pour pouvoir tout simplement contrôler ce qui se passe durant un combat et du coup contrôler et être un peu plus alerte uniquement au lieu de bénéficier d'un bonus de monstrueux à l'initiative. L'initiation à la magie donc permet désormais au personnage d'utiliser des emplacements de sorts pour lancer des sorts. Voilà, presque toutes les habilités disponibles ont été modifiées, seules quelques-unes, comme par exemple la résistance, etc., conservent les mêmes règles. Top 2, des règles intéressantes à suivre, ou en tout cas qui m'ont perturbé, les Natural 20 et les Natural 1, les critical, les réussites critiques et les échecs critiques, les 1 et les 20 naturels, s'appliquent désormais aux tests d'aptitude et aux jets de sauvegarde. Malgré les memes, les mèmes et les vannes sur Internet, un 20 naturel et un 1 naturel ne s'appliquent pas en fait. Il ne s'applique qu'aux jets d'attaque dans les règles pures de la 5e édition. Ce n'est pas du tout ce que la plupart des gens font. On va en parler dans la conclusion, vous allez voir. Mais obtenir un 20 sur un test de capacité n'est pas automatiquement un succès, donnant simplement en fait un résultat de 20 plus le bonus du personnage. De même, un 1 naturel n'est pas un échec automatique, en particulier pour les personnages ayant une expertise qui peuvent obtenir des bonus énormes. Ça, c'est ce qui est établi dans la règle. One D&D, en tout cas, c'est établi dans la règle de la 5e édition. One D&D change ça. Un 20 naturel ou un 1 naturel s'applique désormais sur tout test avec un D20, terme utilisé pour couvrir jet d'attaque, test de compétences, de capacité et jet de sauvegarde. Notamment, en fait, ils ne permettent plus les actions impossibles d'avoir lieu. Qui sont souvent en fait la façon dont on traduit un Natural 20. Hein. Par exemple, genre, oui, tu es impossible de réussir, mais si tu fais un 20, c'est bon, je laisse passer. En fait, ici, c'est une règle qui a énormément clivé les gens. Le MJ en fait est encouragé à dire en fait non, il y a des choses que tu ne peux pas réussir, même si tu fais un 1, même si tu fais un 20. Mais voilà, on en parle dans 2 petites secondes, je vous rassure. Mais cette règle-là, en fait, ça m'a perturbé. Un personnage peut réussir tout ce qu'il lance, peu importe le truc. Enfin, ça c'est propre à chaque table de jeu, mais il y a une réflexion qui m'a pas mal, on va dire, chipoté. Top 1 de la chose la plus importante, je trouve, dans ce playtest-là, qui, moi, m'a intéressé, c'est la nouvelle espèce, la nouvelle race, les Hardlings. En fait, que la majeure partie du paquet de tests, de playtest de One D&D met à jour en fait les règles et révise une partie préexistante de la création de personnages, il y a un ajout notable, il y a une apparition d'une nouvelle classe, une nouvelle race, pardon. Il y avait déjà les orques, mais surtout on a une race appelée les Hardlings. Des êtres en fait qui sont à tête d'animaux, avec des traces de divin dans leur héritage. Ils sont conçus en fait comme des contrepoids au plan supérieur des Tieflins, prenant notamment le rôle donné aux Aasimar et du coup reconstruction, modification autour de la cosmologie D&D. Les Hardlings semblent être une nouvelle espèce de base insérée dans ce qui est par ailleurs donc le playtest. Ils offrent une option très différente des autres races principales, je trouve, comme les alphelins ou les gnomes, et il reste à voir quelle importance ils auront dans le développement continu de One D&D, puisque, rappelez-vous, l'apparition des Dragonborn dans la 4e édition a énormément influencé sur l'histoire de la 4e édition, et du coup, peut-être que l'apparition des Hardlings va également influencer en grande partie l'histoire et le lore de Donjons Dragons sur One D&D. Voilà, globalement, ça, ce sont les 10 choses qui m'ont marqué dans ce playtest, et il est temps que je vous dise quelques éléments de réflexion que beaucoup de gens ont émis sur Internet. Je vais tout d'abord m'adresser à Wizards of the Coast, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo. S'il vous plaît, Wizards of the Coast, vous avez fait un travail incroyable avec la 5e édition, et c'est devenu un jeu joué et apprécié par énormément de gens, et même des gens qui détestent et n'apprécient pas du tout Donjons Dragons. Le jeu est devenu beaucoup plus ouvert, intéressant qu'il ne l'était même à sa sortie en 2014. Donc, s'il vous plaît, vous le dites vous-même, vous avez un jeu qui est équilibré, qui est fluide, qui est intéressant, etc., qui a évolué tout au long de ces 10 années d'existence. Prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous comptez faire
pour vous construire sur l'avenir. Et là, on va parler de le fameux Virtual Tabletop, le fameux VTT virtuel et le mouvement très important qu'il y a chez Wizards of the Coast à jouer sur le virtuel et sur l'informatique plutôt que de valoriser, on va dire, autant investir et autant valoriser l'aspect physique. J'ai peur en fait du système économique que vous allez proposer et notamment autour de la plateforme de jeux virtuels. C'est ouvertement ma crainte et c'est le cas de plein de gens. S'il vous plaît, Wizards of the Coast, n'en faites pas une expérience de micro-transaction à la sauce D&D Beyond. Alors peut-être pas D&D Beyond, mais à la sauce jeux vidéo classique, système foireux. Je sais que beaucoup de gens, et moi également, on est préoccupés par ça et je pense que c'est une préoccupation légitime. C'est génial d'avoir cette expérience virtuelle sur une table de jeu, mais vous pouvez commencer à ajouter. Mais si vous ajoutez des microtransactions, comme par exemple acheter des packs à 5 € ou acheter des suppléments, ou ah ben tiens, vous voulez autre chose que des gobelins classiques, vous avez acheté votre pack à 30 € de toutes les créatures, mais vous voulez des gobelins un peu plus classiques, prenez ce pack à 5 € et celui-ci également, et celui-ci à 5 €. Et vous voulez une règle supplémentaire que vous pouvez rajouter à votre fiche de personnage, prenez ce pack de cosmétiques à 3 €, etc. Et en fait, soudainement, vous devez dépenser de plus en plus d'argent pour jouer au jeu que vous avez déjà entre vos mains. Vous savez ce qui va se passer si ça arrive et que vous faites ça. Les gens vont trouver des alternatives moins chères, ils vont trouver des alternatives qui ne coûtent pas aussi cher et qui ne les obligent pas en fait à payer constamment des frais de transaction. Au lieu de rassembler la communauté D&D, vous allez tout simplement la diviser sur, je trouve, le pire aspect pour diviser une communauté. C'est même pas pour un choix de lore ou d'écriture ou de construction de valeur, mais sur le choix de la valeur financière. Vous allez diviser la communauté une fois de plus sur des bases en fait financières. T'as pas d'argent, t'as pas le droit de jouer. What ? Voilà, parce que tout simplement ils vont commencer à trouver leur méthode préférée pour y jouer s'ils veulent continuer de jouer à Donjons Dragons, ou alors ils vont tout simplement s'éloigner de Donjons Dragons pour aller sur d'autres plateformes, d'autres jeux, d'autres façons de fonctionner qui leur coûtera moins cher, ou en tout cas qui ne leur demandera pas de ponctionner 40, 50, 60, 80, 100 € pour pouvoir jouer à leur jeu avec leurs potes. Encore plus que nous l'étions, en fait, cette division va tout simplement nous éloigner les uns des autres, va nous diviser. Cette décision fait extrêmement peur et tout simplement, elle va encore plus nous éloigner que nous, on l'était déjà. Notamment évidemment avec les soucis de traduction, le manque de moyens et de projets pour créer une communauté soudée autour de Donjons Dragons, etc., qui se réserve qu'à une ou deux personnalités et puis c'est tout. Voilà, on a vu ce qui s'est passé avec Pathfinder aux USA, avec leur système de microtransactions, d'achat constant, de petits ajouts, etc., etc. Ça va vous arriver aussi si vous commencez à introduire ça dans Donjons Dragons. Je sais que ça nous pend au nez, je sais, je le sens, j'ai peur, j'ai envie d'y croire, mais j'ai vraiment peur. Mais il y a aussi beaucoup de règles qui pourraient vraiment aliéner et diviser tout le monde si le noyau dur de Donjons Dragons commence à mettre en place des règles que les gens n'apprécient pas. Et oui, c'est assez facile de dire oui, mais on peut faire. Vous avez qu'à faire des adaptations. Voilà, vous avez qu'à faire du homebrew. Faites des adaptations, adaptez. Mais le problème, c'est ça en fait. Évidemment, on peut faire toutes les règles spécifiques, on peut faire toutes les règles maison du monde, mais la partie centrale du jeu, le jeu de base, est quelque chose sur lequel on devrait tous et toutes être d'accord. Parce que si on continue à faire autant de changements que possible, de ne respecter que 60%. Toi, tu respectes que 60%, moi, je ne respecte que 40%, d'autres règles, et toi, 20%, moi, 80%, etc. En fait, ça ne fait que diviser davantage la communauté face à un système qui, finalement, ne convient pas aux gens, ne convient, en fait, à personne, puisque chacun fait à sa sauce. Et du coup, tu vois, vous voyez, dans cette question-là, il y a beaucoup de réflexions qui fait peur. Si, finalement, le jeu n'est pas parfait et n'est pas à l'écoute des gens, voilà. Est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il va changer? Je pense qu'à la sortie de 1D&D, si le système de règles n'est pas du tout intéressant, ou en tout cas ne reprend pas les besoins et les attentes des gens, j'ai vraiment peur de ça. Et j'ai vraiment peur que la communauté se divise encore une fois, comme à chaque édition, chaque nouvelle sortie, etc.
Mais écoutez-nous, s'il vous plaît, Wizards of the Coast, écoutez-nous. Mais attention, je ne vais pas uniquement parler à Wizards of the Coast, je vais également parler à la communauté de jeux de rôle. Et je veux que la communauté de jeux de rôle m'entende quand je dis qu'il n'y a pas que Wizards of the Coast qui doit tout faire au niveau de ce travail-là. Oui, en grande partie, c'est eux qui créent le jeu, ils doivent en être tenus pour responsables, c'est vrai, mais c'est notre travail à nous de les tenir pour responsables. C'est comme ça que le système fonctionne. J'ai déjà vu des tonnes et des tonnes de posts, des tonnes de fils, de discussions sur Twitter où les gens s'en prennent à 1D&D, et je suis sûr en fait à 100% que la plupart des gens ne vont pas aller remplir les questionnaires, ils ne vont pas aller tester le jeu, ils vont juste mettre leur truc sur internet, et ça me saoule au plus haut point de voir ce genre d'attitude en fait. Ils veulent crier et être en colère sans vraiment communiquer, alors que Wizards of the Coast, on nous veut en fait. J'espère sérieusement qu'ils sont honnêtes quand ils disent qu'ils veulent ça, mais ils veulent que nous allions leur donner notre avis via les canaux qu'ils nous indiquent, notamment via les formulaires fournis et pour leur donner des feedbacks. Ce n'est que le début de 1D&D et nous comptons sur vous toutes et vous tous pour nous aider et imaginer ce futur ensemble. Ce que vous allez pouvoir voir à partir du mois d'août, ce qui est déjà sorti, c'est une sortie régulière en fait de ces paquets de tests de jeux, et vous serez en fait en mesure de vous engager avec ces aspects-là, avec ces choses, ces aspects clés du jeu pour donner un retour qu'ils vont interpréter, analyser et ensuite travailler pour faire une meilleure édition après. C'est vraiment vous qui façonnez également à votre petit niveau à vous, oui en effet, mais c'est vous qui façonnez la prochaine génération de Donjons Dragons et nous voulons entendre exactement ce que vous avez à dire. Peu importe ce que vous avez à dire, vous devez faire un feedback. Et je vous garantis que 90% des gens au bas mot qui se plaignent ne feront jamais ça, ne font jamais de retour, ne font jamais de « ça ne me plaît pas, je vais taper ça sur internet, je vais foutre ma merde partout ». Ils disent ok, c'est votre droit, mais ne font pas de retour concret à l'auteur, à la maison d'édition, sur la licence, etc. Les fils de discussion sur Twitter, les posts sur YouTube, ça se perdra en fait sur Internet. Ils se perdront en fait dans la vaste nature infinie d'Internet et dans 3 semaines, plus personne n'entendra parler de votre avis. Donc, si tu ne vas pas communiquer et parler au niveau direct proposé par Wizards of the Coast pour le faire, c'est sûr et certain que rien va changer. Rien ne va changer. Nous, la communauté Donjons Dragons, on veut faire évidemment de ce jeu quelque chose que nous pouvons tous partager ensemble, et c'est ce qu'ils veulent également aussi, je l'espère, mais ça n'arrivera pas, que si la communauté leur dit ce qu'elle veut. Et on ne peut le dire que ce qu'on veut, que si on en fait l'expérience notamment. Si on veut un retour critique légitime et qu'on cherche ce qu'on peut faire pour améliorer ce jeu à venir, eh bien faites-le à travers les questionnaires. Envoyez vos besoins de traduction, dites-leur on est la communauté francophone, on veut des traductions, on veut tel bouquin, on voudrait avoir ceci, on veut ce changement-là, etc., etc. Mais faites-le à travers les questionnaires. Même si vous n'êtes pas fan, même si ça prend 10 minutes de votre temps, c'est des retours qui sont primordiaux pour savoir comment avancer. Et je connais les personnes qui sont derrière ça, et je sais qu'ils ne demandent pas mieux que d'avoir vos retours à ce niveau-là. En tant que youtubeur, en tant que créateur de contenu, etc., en tant qu'un média internet, dans la majorité des communautés de jeux de rôle, j'ai vu combien il est facile en fait de balancer des opinions furieuses pour avoir un buzz, on va dire ça comme ça, sans jamais essayer de donner un avis critique, construit et cohérent. Je comprends que sur internet c'est facile de jeter ça dans le vide et de penser que personne ne l'entendra, et en même temps c'est ça le problème, tu vois. Vous avez raison, personne ne va vous entendre. À force de toujours crier, personne ne vous entend. Et donc rien ne va changer vis-à-vis du jeu et de l'évolution de la licence si vous ne le faites pas correctement. Nous devons faire mieux nous-mêmes et communiquer mieux pour qu'on puisse tout simplement créer de meilleurs produits. C'est déjà été le cas. Là, au moment où je vous parle, il y a déjà des changements qui ont eu lieu. Mais voilà, si Wizards of the Coast commence à faire des choses que nous n'aimons pas et qui vont nous diviser et que l'on sent qu'ils ne nous conviennent pas, nous devons leur dire par les voix qu'ils vont écouter. Voilà les potes, ça c'était mon avis sur 1D&D, un peu plus que ça évidemment au sens large,
Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. J'espère que la réflexion elle sera intéressante. Je vais lire vos commentaires, à condition qu'ils soient évidemment construits et pas juste injurieux. Moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine fois et surtout, bon jeu à tous.